Monsieur, avec vous, nous parlons scolaire 2020-2021. Le train quitte la gare ce lundi 5 octobre dans un contexte de crise sanitaire qui a obligé le gouvernement à prendre une série de mesures. Ces mesures visent à protéger les apprenants et le corps enseignant du Covid-19, mais aussi à faire de cette année scolaire une année de succès avec à la clé la couverture des programmes scolaires. L'une des options proposées par le gouvernement est la mi-temps, mais aussi les cours à plein temps et les cours à distance. Comment les établissements scolaires entendent implémenter les directives du gouvernement? Quelles sont les difficultés auxquelles ces établissements pourraient être confrontés? Réponse de la principale du collège Jean Tabi dans la deuxième partie de cette émission. Sœur Anastasie Bekono répondra aux questions de Elvis Bimba, rédacteur en chef de CRTV Web. Mais avant, parlons de l'école primaire, parlons de l'éducation de base. Monsieur le ministre, je voudrais, à l'entame de cette émission, que vous nous reprécisiez le dispositif à 3 niveaux qui a été arrêté par le gouvernement. Bien, je vous remercie. Nous avons tous à l'esprit le lancement des mesures barrières une fois que la Covid-19 s'est installée chez nous. Ces mesures sont globalement la base et les autres mesures sont là pour compléter les aspects qui ont montré une certaine porosité. Et je pense qu'aujourd'hui, les mesures qui ont été prises, que vous connaissez déjà, sont des mesures qui essayent de rassurer parents, enseignants et autorités pour que l'année scolaire 2020-2021 puisse être lancée sous une confiance partagée par les familles, par les acteurs de l'éducation et pour que nous puissions être tous rassurés. Pour cela, il y a un ensemble de mesures, comme vous l'avez dit, qui ont été prises et globalement, j'écoute les gens s'activer beaucoup plus, ce qui concerne les cours à mi-temps. Je voudrais à cet effet préciser que cette méthode-là, elle est vieille comme le monde. Moi qui vous parle, j'ai fait la mi-temps quand j'étais à l'école primaire. Il s'agit parfois de suppléer au manque d'encadrement infrastructurel, c'est-à-dire quand on a moins de salles, il y a la mi-temps qui est généralement utilisée. Et globalement aussi, dans les grandes villes où il y a surpopulation des classes, il y a également la mi-temps qui est utilisée. Mais je voudrais quand même faire remarquer, au-delà de l'emphase qui est mise par les parents, les hommes de médias, les femmes de médias et certains observateurs, que la proportion des écoles qui feront la mi-temps est très faible. Alors, monsieur le ministre, comparé à l'ensemble des écoles qui vont continuer à un rythme tout à fait normal. Alors, vous parlez d'une proportion très faible, ça veut dire que la mi-temps est optionnelle. Et parce qu'elle est optionnelle, est-ce que ça ne fait pas une éducation à plusieurs vitesses? D'un côté, on aura ceux qui feront la mi-temps et de l'autre, ceux qui feront les cours à temps plein. Même en temps normal, vous pouvez aller dans les groupes scolaires de Yaoundé, Bastos, Koldongo et autres, qui sont les plus vastes. Vous allez trouver qu'il y a déjà le système à mi-temps. Aujourd'hui, c'est la distanciation sociale qui fait qu'on soit plus strict pour ce système à mi-temps. Et globalement, la scission des classes en groupe de 50, 60 à l'enseignement de base va faire à ce que nous puissions faire appel à des enseignants qui, dans la grande majorité à Yaoundé et à Douala, n'avaient pas toujours rempli leur quota horaire. Je ne veux pas être taxé de... je ne sais pas comment vous qualifiez ça. Bon, nous sommes globalement encadrés dans les grandes villes, à près de 60% par les femmes. Monsieur le ministre. Certaines n'ont pas le quota horaire voulu parce qu'il faut être précis. Et aujourd'hui, l'occasion est donnée pour qu'on puisse les utiliser à plein temps. C'est un exemple que je donne, il y a bien d'autres. Il y a des gens qui sont dans les bureaux, dans les délégations, dans les inspections chez nous, qui sont cadres d'appui, comme on les appelle, mais sont des enseignants. Maintenant que la situation est spéciale, on a fait appel à cela, pour que les mêmes maîtres ne se croupissent pas sous le poids des heures d'enseignement exagérées.
On va revenir sur cette question, Nathalie. Juste juste le temps pour nous d'écouter les journalistes. Que pensent les journalistes de ce système de mi-temps? C'est la rubrique édito. Tous les établissements scolaires ne sont pas concernés par ce système-là. Peut-être à Yaoundé, Douala, dans les grandes villes en général, mais dans l'arrière-pays, j'ai le sentiment que les lycées, par exemple, ou les écoles publiques ne sont pas concernés parce que là-bas, il y a un effectif assez réduit. C'est pratiquement le même nombre d'heures de cours par semaine. Sauf que maintenant, ils doivent aller jusqu'à 17 heures. Jusqu'à 17 heures avec un temps d'arrêt qui les oblige à aller se restaurer. Et vous savez que généralement, en mi-journée, lorsque vous prenez votre repas pour redémarrer l'après-midi, vous êtes un peu épuisé, vous êtes engourdi. Je pense que c'est un système qui permet d'avoir plus de justice dans l'éducation puisque tous les élèves peuvent avoir accès à l'éducation dans une salle de classe avec un maître qui dispense des cours. Il y aura un impact au niveau du suivi des programmes. Donc vous aurez des enfants qui auront 8 heures de cours par jour, d'autres en auront 5. L'autre aspect de l'affaire, c'est l'élève. Cette fois-ci donc, ils partiront en classe en mi-journée, au moment où leurs camarades de promotion, eux, rentrent à la maison. Ils risquent donc de déperdition, ils risquent de distraction avec leurs camarades qui, eux, ont eu leur cours en matinée. Les enseignants, est-ce qu'ils pourront tenir l'année? Est-ce qu'ils pourront finir l'année scolaire, finir les programmes? C'est une expérience que nous allons vivre, mais que nous ne pouvons pas, comme parents, aborder en toute sérénité. Les infirmiers se sont vraiment déployés pour vaincre le Covid-19 sur le plan sanitaire. C'est le tour maintenant du système éducatif de prendre la relève. Nathalie? Monsieur le ministre, ils sont 6 millions d'écoliers attendus à l'école primaire cette année. 6 millions, et vous avez dit un effectif de 50 par classe, en principe. 60. Oui. On accepte que 60. 50, 60. Mais quand on tient compte des disparités en zone rurale, en zone urbaine, dans les établissements publics privés, est-ce que vous pensez que c'est un challenge qu'on pourra relever facilement? Bien, je voudrais dire qu'il n'y a que la zone urbaine qui nous pose problème, et pas toutes les villes. C'est les grandes villes et certaines villes régionales qui posent ce problème-là. Et certaines villes universitaires comme Tchang, Gaoundéré qui peuvent poser ce problème. Mais en général, le système de mi-temps est déjà implémenté depuis de nombreuses années, j'ai déjà eu à le dire. Et puis depuis la rentrée du 1er juin dernier, on a essayé des scénarios, même si tout le monde n'était pas là. Mais on a essayé des scénarios, on a entraîné les enseignants pour ça. Et comme je vous l'ai dit à l'entame de l'émission, j'ai dit qu'on a fait appel à toutes les forces qui peuvent être là, dont le problème des enseignants qui doivent être suppléés n'est pas un gros problème pour nous dans les grandes villes où ces enseignants sont globalement en surnombre. Alors, vous voulez dire que vous envisagez un redéploiement des enseignants? Parce que généralement, ce qu'on a constaté... On n'envisage pas, ils sont déjà redéployés. Ce que nous constatons généralement, vous avez dit tantôt que le système de mi-temps est déjà éprouvé, et est éprouvé longtemps par les écoles primaires. Ce système est éprouvé, mais avec les mêmes tares, c'est-à-dire avec les effectifs toujours aussi pléthoriques. Alors, maintenant qu'on espère avoir 50 ou 60 élèves par classe, qu'est-ce qu'on fait pour les enseignants? Vous avez parlé des femmes qui sont peut-être toujours affectées, mais il y a également ceux qui sont dans les départements, dans les administrations, qui n'ont rien à voir avec l'éducation. Qu'est-ce que vous entendez faire? Je pense que ce problème a été réglé au niveau du gouvernement par des lettres circulaires du Premier ministre chef du gouvernement. Mais je voudrais également dire que ceux qui aujourd'hui nous posent des questions, et comment on fait des enfants, sont aussi ceux qui, tous les jours, interviennent auprès de nous pour qu'on déplace leurs protégés qui se trouvent à tel ou tel endroit. Et globalement, dans les 2/3 des raisons évoquées, la santé, je ne pense pas que toute la démographie scolaire soit malade. Bon, aujourd'hui, nous avons mis sur place un système de vérification de ces pathologies qu'on nous vend tous les jours sur les dossiers de requêtes que nous recevons. Et à cet effet, en collaboration avec le ministère de la Santé, nous avons mis un système de vérification. Et je peux vous garantir que lorsque nous avons 10 cas, il n'y a peut-être que 2 ou 3
que nous retenons parce qu'ils sont effectivement malades. Les autres sont, comment on appelle, les adeptes de Molière avec le malade imaginaire. Donc, je voudrais dire ici que le problème des enseignants ne se posera pas pour la mi-temps. Parce que les grandes villes en sont sérieusement garnies. Et vu le fait que nous ne voulons pas séparer les familles, nous avons une agglutination de femmes dans les grandes villes de Yaoundé et Douala. Essayez de faire le tour, vous allez voir. Et si on fait... 2 à 3 par classe parfois oui, 2 à 3 dans des groupes scolaires ici, ils sont là, ils s'ennuient. Donc aujourd'hui, c'est vraiment la raison, c'est vraiment une raison impérieuse pour qu'elles puissent travailler, pour qu'ils puissent travailler, parce qu'il y a aussi des hommes là-dedans qui sont cachés dans les délégations, les inspections. De toutes les manières, le système marchera. Pourquoi? Parce que nous avons responsabilisé à différents niveaux ceux qui s'en occupent. Cela veut dire que si nous allons à l'inspection d'arrondissement de Yaoundé 1er, on a demandé à l'inspecteur de voir dans ces écoles, dans ces services, tous ceux qui n'ont pas le nombre d'heures requis. Si ces gens-là sont là et que l'inspecteur n'a pas fait son travail, c'est l'inspecteur qui répondra. Monsieur le ministre, pour appliquer ces mesures barrières, il faudra se mobiliser au sein de la communauté éducative, notamment les enseignants dont on parle à ce moment. C'est un surplus de travail, quoi qu'il en soit. Est-ce que vous envisagez une gratification ou alors une motivation de ces enseignants-là? Je voudrais vous dire que tous ces problèmes que vous évoquez sont déjà connus au niveau du chef de l'État. C'est lui qui gère la Covid-19. Toutes les mesures que nous prenons, c'est le chef de l'État qui les édicte et le Premier ministre vient les implémenter avec nous. Et nous, on regarde tout ce qui se passe sur le terrain, on relaye juste toutes ces dispositions. Et vous savez que personne n'est autorisé à donner des gratifications ou des subsides budgétaires pour encourager si la loi des finances n'a pas connu une instruction dans ce sens-là. Et qui fait ça? C'est le président de la République. Donc, je suis sûr que, vu les temps durs que nous connaissons aujourd'hui, si les choses s'amélioraient, ça permettrait également d'améliorer la couverture budgétaire ainsi que son exploitation. Peut-être que quelque chose sera fait en ce sens. Peut-être envisager un recrutement pour réduire la surcharge de travail. Non, les recrutements sont en cours. Rien que cette année, nous avons déjà recruté près de 5 000 enseignants. Nous allons en recruter dans les 2 mois à venir 3 000 autres. Ça veut dire que d'ici 2-3 ans, on ne parlera plus de déficit d'enseignants, sauf la mauvaise répartition. On va revenir sur cette question. Moi, je voudrais qu'on reste sur le système de mi-temps. Pour vous poser la question de savoir, Monsieur le ministre, ce qu'il en est de la capacité d'accueil de nos différentes écoles. Bien, la capacité d'accueil est quelque chose de très variable. Je puis vous dire que les 3 quarts... Est-ce qu'on a suffisamment de salles de classe? Je puis vous dire que les 3 quarts des salles de classe que nous avons dans le pays ne sont pas des salles de classe qui abritent la population à laquelle elles sont prédestinées. C'est-à-dire qu'il y a des effectifs qui sont faibles. Si les grandes villes n'avaient pas d'effectifs pléthoriques, nous avons des écoles à la périphérie de Yaoundé, à la périphérie des villes comme Goumou, Mbalmayo, où vous n'avez même pas 100 élèves par école. Qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On ne va pas construire des salles pour les salles. D'ailleurs, je voudrais souligner un aspect que je connais bien parce que je suis un ancien élu. Tous les hommes politiques, toutes les élites veulent avoir une école dans leur village. Et le gouvernement a cédé chaque fois. Mais je vous demande de prendre 2 départements, vous faites un peu le tour. Allez dans la Mefoua Famba voisine, allez dans la Mefoua Kono voisine, sortez des villes de Ngoumou, Soa et Mbankomo et allez dans les écoles village. Vous allez voir. Monsieur le ministre, restons dans les grandes métropoles. On disait tantôt que souvent dans chaque classe, on retrouve 2 à 3 enseignants pour un effectif parfois de 80, de 90 élèves. Maintenant, il faudra diviser cette classe en 2. Lorsqu'on divise cette classe en 2, on met le trop plein d'élèves où? Est-ce qu'il y a des salles de classe pour accueillir ces élèves-là? Est-ce que des salles de classe ont été aménagées ou construites? Non, la mi-temps est un système d'alternance. C'est-à-dire que le matin, quand on a divisé, c'est ceux qui sont divisés le matin, une partie
que fréquente de 7h à 12h30, comme vous avez vu, et l'autre vient dans l'après-midi. Il en est de même des enseignants. Il y en a qui sont programmés toute une semaine pour enseigner le matin, et la semaine d'après, ils enseignent l'après-midi. Je ne vois pas, il ne se pose pas encore de manière drastique le problème des classes dans le système de mi-temps. Mais si nous avions des salles de classe dans le futur, je pense très sincèrement que ces salles de classe-là devraient nous permettre de plutôt de laisser le système de la mi-temps. C'est là où on en est. Il n'est pas dit qu'aujourd'hui, si on divise les classes, il y en aura qui ne pourront pas aller à l'école. Non, on pourra le faire. Et puis, si moi je vous demandais, au jour d'aujourd'hui, si les classes sont surchargées, qu'on n'avait pas de salle de classe, qu'est-ce qu'on ferait des élèves? Vous les laisserez aller à la maison? Ils seront à l'école. Nous allons essayer de tout faire pour que tout le monde soit casé dans une salle de classe. Bon, parfois en violation de ce que nous ne voulons pas voir. Mais je voudrais aussi vous dire que le gros souci de la COVID-19 en termes d'infection des jeunes est le souci des parents. Parce que jusqu'à date, il est montré que les enfants sont des porteurs sains et qu'on a peur qu'en portant le virus, il n'ait contaminé les familles avec les parents, les grands-parents. Monsieur le ministre, on prend un cas d'école. Comment se fera l'accueil? Lorsque les élèves arrivent le matin à l'école, qu'est-ce qu'on fait? On vérifie les masques? On prend la température? On l'a déjà fait depuis juin dernier. On vérifie à l'entrée. On leur fait subir le lavage des mains. Les parents qui viennent sont eux-mêmes au moins testés au thermoflage à l'entrée parce qu'ils ne sont pas autorisés à aller à l'intérieur de l'établissement. La chaîne éducative est organisée de telle sorte que, et vous avez parlé sur quoi de travail des éducateurs tout à l'heure, je suis d'accord avec vous, ce n'est pas un maître par classe qui vérifie. À l'entrée, il y a plusieurs instituteurs qui sont là et qui vérifient le fait que les élèves ont leur masque, ils ont désinfecté leurs mains, etc. etc. Donc, on s'assure aussi qu'il y a de l'eau dans les établissements. Ça, c'est la recommandation première. Tous les directeurs d'école savent que chaque matin, on leur a donné ce qu'il faut pour, comme on dit, se débrouiller à avoir de l'eau quand il n'y en a pas. Mais là où il y a de l'eau, on doit avoir de l'eau en permanence. C'est pour ça qu'on a mis des grands réservoirs qui permettent de recueillir de l'eau au cas où il y a des coupures. Mais là où il n'y a même pas de coupure, on ravitaille ces réservoirs pour qu'il y ait de l'eau tous les matins à l'école, toute la journée. Qu'en est-il des zones rurales? Les zones rurales n'ont pas les mêmes problèmes que nous. L'eau est peut-être rare là-bas, mais je vous ai dit qu'il y avait des effectifs assez faibles. Ils ont aussi les dispositifs pour conserver de l'eau. Et nous avons donné des instructions en ce sens à nos inspecteurs pour que les directeurs s'assurent. On supporte le surcroît de ces petites opérations connexes qui permettent à ce que on puisse remplir de l'eau quand il faut et que, globalement, les récipients, les gros réservoirs qui sont là, aient de l'eau. Alors, Monsieur le ministre, on l'a dit à l'entame de cette émission, la mi-temps est optionnelle. Certains établissements feront donc cette mi-temps-là et d'autres feront les cours à temps plein. Est-ce que le fait que ce soit justement optionnel, est-ce qu'il n'y a pas un problème qui va se poser au niveau de la couverture à temps des programmes? Je ne pense pas. Bon, je vous ai dit que le système entre ceux qui font 7 heures de cours et ceux qui font 5 heures de cours, forcément, il y a un gap. Je vous ai dit que le système à mi-temps existe. Et nos inspections primaires ont réajusté les programmes de telle sorte que tout le monde puisse couvrir le programme. Il faut savoir qu'en cours normal, ce n'est pas parce que le professeur est dans la salle que pendant tout son cours, il ne perd aucune minute pour que le cours finisse. Il s'agit également des nouvelles méthodes d'enseignement qui sont utilisées, qui nous permettent d'aller plus vite que dans la méthode classique. On avait, vous venez, vous faites un cours, vous assurez que tous les élèves suivent le cours. Maintenant, les méthodes de pédagogie moderne, qui sont les pédagogies en groupe, permettent de faire 2-3 leçons en 2 jours. Ce n'était pas le cas avant. Alors, on va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. Appel à la reprise de l'école sur l'ensemble du territoire national en général et dans le nord-ouest, le sud-ouest en particulier. C'est le cri de cœur du président de la Commission nationale de promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, Peter Mafani Moussangué, en focus dans cette édition de Scène de presse.
l'éducation, c'est un droit. Et c'est d'autant plus regrettable que ces deux régions étaient connues pour l'excellence de l'éducation dans notre pays. Moi-même, je suis produit d'une école confessionnelle appelée Sassé College, St. Joseph's College Sassé, très connu, très fameux, avec des professeurs comme professeur Noumangou, etc., qui sont aussi sortis de cette école. Et qu'aujourd'hui, ces écoles ont chuté, ce n'est pas acceptable. Et nous avions le Sacred Heart College, Our Lady of Lourdes College, Seka Baptist, Baptist High School, etc., etc. L'industrie de l'éducation marchait très bien parce que nos frères et sœurs de ce côté de la République, beaucoup envoyaient leurs enfants dans cette école, dans ces écoles. Et l'industrie de l'éducation marchait très très bien. Aujourd'hui, c'est réduit presque à zéro. Monsieur le ministre, une question de parents en colère sur ce plateau. Il a 3 enfants. Il a un enfant qui va en 6e et fréquente de 7h30 à 12h30. Un autre qui va en 3e et fréquente de 12h30 à 17h30. Et puis un 3e enfant qui est au primaire, qui va à l'école de 7h30 curieusement à 15h. Comment ce parent s'organise-t-il? Qu'est-ce que le gouvernement a prévu, sachant par exemple qu'il n'y a pas de transport vraiment pour ce type de transport scolaire? Qu'est-ce que vous avez prévu au niveau du gouvernement pour ce genre de problème? Je crois que dans le système éducatif, nous sommes des partenaires. Le gouvernement, les familles et tous ceux qui nous viennent en aide. Et globalement, nous devons partager les moments les plus difficiles comme ceux que nous sommes en train de passer. Et essayer, chacun à son niveau, de donner le meilleur de lui-même pour essayer, pour permettre à ce que la plupart des problèmes qui sont soulevés soient résolus. Parmi ces problèmes, il y a le transport. Il y a le transport des élèves. On partage déjà beaucoup de choses. On achète des masques, on achète les gels hydroalcooliques. Oui. Mais si on fait un état sommatif de tout ça, vous verrez que ce que l'État donne, ça n'a pas de prix. Moi, je suis ministre de l'Éducation de base, je sais ce que je donne en masque, je sais ce que je donne en gel hydroalcoolique, en bidon, je sais ce que les partenaires au développement donnent. Bon, c'est un petit effort que nous faisons. Bon, je voudrais dire ici que il faut que nous puissions nous réajuster. Quand vous êtes parent, on a déjà expérimenté 3 mois de classe qui étaient très difficiles jusqu'aux examens. Chacun a dû tirer les leçons. Si vous voulez avoir un enfant qui est en 6e à Jean-Tabi, et puis vous avez un enfant qui va en Coléton, et l'autre qui va au lycée Leclerc, et vous demandez à l'État de vous dire comment vous allez faire pour que vos enfants aillent à l'école, je crois que c'est quand même un peu trop. Même quand il n'y avait pas la Covid, il y a toujours eu ce problème qui se pose. Vous parlez de la proximité du domicile des parents avec les établissements des enfants, mais sauf que, monsieur le ministre, il y a un autre problème qui se pose. Si les aînés vont à l'école dans l'après-midi et que les plus jeunes vont le matin dans le même établissement, comment on fait? Sachant que dans certaines familles, par exemple, ce sont les plus grands qui amènent les plus petits à l'école. Nous sommes tous parents. Moi, je suis multiparent, là où je suis assis. Là. Mais je voulais dire que personne n'a demandé aux parents d'envoyer leurs enfants dans les 4 points cardinaux de la ville. Personne n'a demandé aux enfants, aux parents, de mettre tous leurs enfants dans les mêmes zones en compagnie de leurs grands frères et 15 jours après, ils changent de pôle d'intérêt éducatif. Je voudrais tout simplement dire que la situation est telle que nous devons nous réajuster. Il ne faut pas penser que ce que nous pouvions nous permettre dans l'aisance des temps est la même chose que nous allons faire dans la dureté des temps que nous connaissons aujourd'hui. Et qui ne dépend pas de l'État, qui ne dépend pas du parent, qui ne dépend pas de nous, en un mot. Certains établissements privés
mettent beaucoup de pression aux parents. Il y a des établissements qui demandent aux parents 3 litres d'eau de javel, du papier hygiénique, et ça pour chaque enfant, parce qu'il y a le Covid-19. En plus des livres, des cahiers et de toutes les fournitures scolaires. C'est aussi des situations que vous pouvez analyser au cas par cas. Je pense que, j'ai déjà eu à le dire, quand vous parlez des établissements privés, il faut voir leur mode de fonctionnement. Hein. Leur modus operandi est tel que il y a certaines charges qui sont comptabilisées et qui font globalement la pension qu'on verse. Il y a parfois aussi, en dehors des pensions que nous payons tous, les œuvres scolaires qui permettent à l'établissement de pouvoir s'adonner à quelque chose d'autre que ce qui est dans la lignée classique, c'est-à-dire le cours, l'évaluation et autres. Donc, c'est le temps aussi pour que, au niveau des établissements, on serre aussi la ceinture. Ça ne devrait pas être quelque chose qu'il faille garder à tout prix, sachant très bien que ça va revenir cher. En un mot, je dois dire que nous devons, gouvernement, partenaires au développement, parents, nous réajuster à la situation. Quand les meilleurs temps arriveront, on peut se relâcher de nouveau. Monsieur le ministre, je voudrais que nous parlions des cours à distance qui sont également prévus pour compenser les cours qui seront faits peut-être à mi-temps. Oui. Il y a certainement il y a des programmes qui ne pourront pas être couverts à mi-temps. Il y a donc ces cours à distance qui sont prévus. Comment est-ce que ces cours vont être faits dans le contexte qui est le nôtre? Tout le monde n'a pas de téléphone portable. Parfois, il y a un téléphone portable, mais il n'y a pas d'énergie. Comment est-ce que ces cours vont être organisés? Le ministre de l'Éducation de base est à l'aise pour répondre à cette question parce que près de la moitié de ces écoles sont dans des zones non desservies, en zone rurale. Et globalement, il faudrait que ces enfants puissent faire aussi des cours à distance. Ces cours, on les fait dans les mêmes studios que les cours radio-télévisés ou ceux qui vont dans les plaques numériques. Mais je voudrais quand même dire qu'aujourd'hui, nous faisons des cours qui sont enregistrés au niveau de certaines clés, au niveau de certains dispositifs très simples, mécanographiques d'enregistrement, et qui sont multipliés dans les écoles, dans les chefs-lieux d'arrondissement, dans les chefs-lieux de département, à travers nos diverses délégations. Et qu'on distribue gratuitement dans les écoles quand on ne peut pas avoir affaire au dispositif numérique qui est utilisé, ou alors quand les écoles se trouvent dans les zones d'ombre qui ne sont pas couvertes par la radio, encore moins la télévision. Ça a été implémenté et je peux dire qu'aujourd'hui, nos enseignants sont à l'œuvre. Ils ont des cours modèles et les délégués régionaux et autres les prennent dans les clés et puis vont les multiplier là-bas pour distribuer dans les écoles. Ça marche. Donc, ceux qui ont la chance d'avoir les téléphones portables, les plaques électroniques et autres, peuvent les utiliser dans les zones couvertes, il n'y a pas de problème. Mais il faut savoir qu'aujourd'hui, nous faisons les deux. Parce que si la situation redevenait anormale, il faudrait que nous puissions être capables de faire continuer ces cours-là à ceux qui n'ont pas accès à ce que nous appelons aujourd'hui la connexion électronique. C'est ça. Alors, ces imprimés qui sont, par exemple, distribués dans les écoles, dans l'arrière-pays, aux enfants, l'enfant rentre à la maison avec ces cours-là. Comment on s'assure qu'il a compris? Peut-être qu'à la maison, il n'y a personne qui peut lui expliquer ce que le professeur ou l'enseignant a Nous avons pris soin. Nous avons pris soin. organise? À l'enseignement de base, nous avons pris soin d'instruire nos inspecteurs d'arrondissement avec l'aide des directeurs d'école pour que nos enseignants qui, par exemple, quand on a fait le lockdown des établissements, ils étaient à la maison, ils ne faisaient rien. Bon, les petits regroupements que le chef de l'État a autorisés, les regroupements de 20, 30, 40, 50 personnes,
on peut les faire très tranquillement dans ces écoles-là et on fait les cours. Et ça a été fait comme ça. Bon, les dieux de la nature sont peut-être avec nous parce que jusqu'à date, nous, on n'a pas eu de cas de Covid dans les villages, encore moins dans les villes de portée moyenne. Dans nos écoles, on n'a pas eu. Donc, je voulais rebondir sur cette question, les cas de Covid. Comment gère-t-on un cas de Covid à l'école? Est-ce qu'il y a des tests lorsqu'on prend la température et qu'elle est élevée? Non, on conduit l'enfant immédiatement. Les inspecteurs et les directeurs ont cette instruction. D'abord, dès qu'on teste que vous avez une forte température, vous me direz un paludisme viendra par là, une grippe normale viendra par là. Il faut que l'hôpital aille certifier. Et nous avons, c'est positif? Quand c'est positif, on les conduit directement dans les zones, et nous avons la chance au Cameroun aujourd'hui couvert dans ces 10 régions par des centres spécialisés sur la Covid-19. Et l'école, qu'est-ce qu'on fait? La classe? Bien, la classe? Si dans un premier temps, on vient tester de manière express les élèves de la classe qui est concernée. Si d'autres cas sont avérés, on fait un lockdown d'abord, on teste tout le monde et après on voit. Parce qu'on ne risquera jamais une vie pour cela. On va marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de presse. L'approche par compétences a donc été testée dans nos établissements scolaires depuis quelques années. Mais de quoi s'agit-il? Réponse dans ce zooming que nous propose Barbara Padjama. La semaine écoulée était chargée. Les réunions se sont répétées. Il y a même eu la concluante sectorielle qui devait définir les instructions claires de la hiérarchie. En parlant des réunions avec nos directeurs, nos différents chefs hiérarchiques, il s'agit également de mettre en pratique les mesures barrières. Comment ça passe? Nous sommes des écoles avec des effectifs pléthoriques. Il faudrait que pendant les leçons dans les salles de classe, les enfants doivent être serrés sur les bancs. Ça veut dire qu'il faut des distances entre les élèves. Des nouveaux curricula influencés par la présence du Covid-19. L'école primaire connaît mot pour mot la conduite dictée par le Minedub, les 50 élèves par salle, la propriété de l'établissement ou l'ajout des mesures barrières. Le cahier de charge sera suivi à la lettre. Le système de mi-temps aussi réapparu, uniquement pour les niveaux 1 et 2. Nous avons 3 niveaux au niveau de l'école primaire. Niveau 1, niveau 2, niveau 3. Au niveau 1, c'est style préparatoire. Niveau 2, cours élémentaire 1, cours élémentaire 2. Et niveau 3, cours moins 1, cours moins 2. Dans le contenu pédagogique, la nouvelle approche recommande aux enseignants d'occuper les élèves tous les jours avec des devoirs à traiter à la maison. Les enfants vont rentrer avec les devoirs. Et ces enfants, donc, seront accompagnés à la maison. L'accent est aussi mis sur la parfaite implication des parents. Cette année est vraiment spéciale. Les établissements sont tenus d'enregistrer toutes les catégories d'élèves, à l'image des malentendants, des élèves muets ou handicapés, pour équilibrer les chances. Le premier trimestre ira du 5 octobre au 23 décembre. Mais la période allant du 5 octobre au 14 novembre sera consacrée au rattrapage. Question de compléter et de terminer l'année scolaire écoulée. Le rappel, quoi. On fait le rappel à l'enfant avant d'entrer dans les leçons du jour, selon ce qui est mis par le curriculum. Avec les nouveaux curricula et le contexte de la crise sanitaire, l'école et la maison vont devoir étudier ensemble pour la réussite de cette année scolaire assez spéciale. Nathalie? Monsieur le ministre, comment seront gérées les pauses cette année scolaire dans le contexte de crise de Covid-19? Bien, les pauses seront gérées dans le respect de la distanciation. Et je tiens à vous dire, vous qui vous inquiétez souvent pour ça, que les tout petits qui sont dans mon ordre d'enseignement sont des gens qui sont très disciplinés quand on leur rappelle quelque chose. Moi, je suis grand-père, j'ai mes petits-enfants à la maison. Quand je viens, je le fais exprès, tends la main pour les saluer, ils me disent non, on ne salue pas. Ils font le coude, ils viennent me saluer avec ça. Et tout ce qu'on leur dit, quand ils sortent, ils prennent d'abord leur masque très vite, ils disent le maître a dit qu'il faut porter le masque, parce qu'ils ont peur de l'enseignant, ils ont peur du parent qui n'est pas content, ils le respectent. Il suffit donc que les enseignants qui sont en charge de réguler les pauses soient là. Surtout qu'il n'y a plus de cantine à l'école, il n'y en a pas. On a demandé aux parents de faire un effort pour que les enfants aient
quelque chose à manger pendant la récréation, bien emballé de manière hygiénique dans leur sac d'école, et une petite bouteille pour de l'eau, l'école pourra en fournir également. Et je pense que les pauses ont été déjà bien étudiées et la plupart des enseignants qui sont en charge de pouvoir surveiller les élèves en pause ont été aussi entraînés là-dessus pour pouvoir s'acquitter. Éviter que les enfants s'agglutinent, par exemple. Ah oui, d'ailleurs, ils sont déjà... Vous irez voir à l'école quand ils vont commencer. Ils sont disciplinés. Quand on leur dit de ne pas faire, ils ne font pas. Surtout qu'ils ont peur des punitions. Quand on leur brandit la punition, ils ne font pas. Alors, Monsieur le ministre, je voudrais que nous parlions d'autre chose. À présent, le gouvernement a lancé une vaste opération de distribution des manuels scolaires. 4 millions de manuels scolaires d'une valeur de 7 milliards et demi de francs CFA. Parlez-nous de cette opération. De quoi s'agit-il concrètement? Bien. Vous savez que nos familles, la plupart de nos partenaires, parlent souvent de la gratuité de l'école, qui est issue de l'objectif 2030 de l'UNESCO, qui parle d'une école pour tous, d'une école inclusive. La gratuité de l'école recommande qu'on donne certaines fournitures gratuitement aux élèves. Mais il faudrait savoir que pour l'UNESCO, les partenaires de l'école doivent toujours investir à l'école. Et parmi ces partenaires, il y a les parents. Il ne faudrait pas que les Camerounais pensent que quand on a parlé de gratuité de l'école, cela veut dire en clair que le parent ne donne plus rien. Et tout. Bon, c'est d'abord son enfant et il a un rôle éducatif à la maison. Alors, les livres je voudrais donc les livres appartiennent au gouvernement du Cameroun. Parce qu'il y a même des indications. Not for sale. This is government books. C'est bien écrit. Alors, ces livres qui viennent vont couvrir tout le cycle primaire. Cette année, c'est 2 classes. La CIL, classe 1, et le CEP, classe 2. On donne tous ces livres cette année, toutes les écoles publiques. En début d'année et en fin d'année, on restitue les livres? Oui, mais ils sont à l'école, les livres. Ils sont à l'école. Ils doivent être bien conservés. Bon, c'est vrai qu'il pourrait arriver des accidents. On a prévu aussi qu'on puisse suppléer quand il y a un accident. Tous ces livres-là ne vont pas aller uniquement chez les élèves, il y a quand même des réserves. En plus de ces livres-là, le gouvernement a décidé de faire aussi sa part de job, parce que ces livres sont issus d'un projet avec la Banque mondiale, les conventions ayant été signées entre le gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale sous la très haute autorisation du président de la République, qui a commis le ministre de l'économie pour aller signer cette convention à New York et à Washington dernièrement. Et ce projet a donc inscrit la fourniture de ces livres-là. Et il s'agit bien des livres qui sont inscrits dans au programme la liste scolaire. Oui, c'est les livres du programme scolaire, qui ne sont des manuels scolaires qui ne partiront pas avant une certaine date. Vous savez qu'on a changé les curricula dans notre pays. Les nouveaux curricula sont en implémentation. Et ces livres ont été confectionnés conformément aux nouveaux curricula. Et ce n'est pas les livres que les Américains vont nous amener. Non, c'est des livres qui sont des livres de nos programmes, mais l'argent qui les achète vient donc de cet accord de coopération qui a été signé entre le gouvernement du Cameroun et la Banque mondiale. Alors je rappelle que c'est 13 000 écoles qui sont concernées par cette opération dans le cadre du programme d'appui à la réforme de l'éducation au Cameroun. Exactement, le PAREC. Alors le but étant que désormais on ait un ratio, non plus un ratio d'un manuel pour 12 élèves, mais un manuel pour 2 élèves. Exactement. Alors Monsieur le ministre, il y a donc cette opération-là qui n'a rien à voir avec le paquet minimum. Pour ce qui est du paquet minimum, Monsieur le ministre, qu'est-ce qui est envisagé, qu'est-ce qui peut être envisagé pour que ce paquet minimum soit disponible à temps dans les établissements scolaires? C'est vrai qu'en suivant le 20h30 tout à l'heure, on a vu que dans certaines localités, on a commencé déjà à distribuer le paquet minimum, mais ça ne se passe pas aussi bien partout. Je voudrais vous dire que quand on est à la place du gouvernement, le souhait, la volonté du gouvernement, c'est que les choses se passent exactement
comme elles doivent se passer. Mais il y a beaucoup d'aléas. Vous savez que le paquet minimum est en fait une dotation budgétaire. Et vous savez aussi que le budget n'est pas un dépôt dans les coffres du ministère des Finances ou dans les trésoreries. Le budget, quand il est réalisé, est le fruit de nos impôts, taxes et diverses perceptions que l'État peut faire. C'est-à-dire qu'on peut dire, nous aurons un budget d'1 million à partir des impôts qu'on va nous payer, mais on ne paie pas tous ces impôts. Nous ne ferons pas 1 million, on fera peut-être 500, 600 000, et il faudrait faire avec. Donc, le paquet minimum a eu des mesures beaucoup plus rassurantes. Parce que lorsque vous faites une opération commerciale ou financière avec l'État, il y a ce qu'on appelle l'engagement. L'engagement, c'est une procédure qui amène à voir comment l'opération va être conduite jusqu'à la sortie de ce que vous appelez le carton, qui veut dire que maintenant la dotation que vous devez utiliser a déjà sa réserve dans la trésorerie de l'État. Alors, ces cartons sont donc envoyés, en ce qui concerne le paquet minimum, c'est pour ça que je fais allusion à ça, à nos collectivités décentralisées, qui sont plus proches des écoles, qui sont plus proches des acteurs du cycle qui vont utiliser ce paquet minimum. Et l'État a, dans les départements, les responsables des finances qui sont là, et même dans les arrondissements. Généralement, ça devrait se payer là-bas, parce qu'ils perçoivent aussi de l'argent. Ils reçoivent de l'argent de la centrale ici, au niveau du ministère des Finances, au niveau de la pairie générale, etc. Donc, ces opérations doivent être suivies par monsieur le maire de la localité où se trouve l'école. Sous le regard de l'éducation de base. Oui, mais qui n'est plus acteur. Monsieur le ministre... Ce n'est plus l'acteur. Quand vous avez déjà le document financier que le ministère de l'Éducation a donné, en disant qu'il y a déjà une réserve d'argent faite pour vous, monsieur le maire, allez faire le paquet minimum. En tenant compte des besoins. Mais naturellement, mais ce que je vous dirais, c'est que les besoins ne pourront jamais être totalement satisfaits. Monsieur le ministre, on vous a écouté. La procédure nous semble suffisamment... elle semble longue. Elle n'est pas longue du tout. Elle semble longue au point où, dans certains établissements, on reçoit le paquet minimum au deuxième trimestre. On le reçoit. Est-ce qu'on ne peut pas, est-ce qu'il n'est pas possible d'imaginer une procédure spéciale ou spécifique pour les établissements scolaires? Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, par exemple, que les chefs d'établissement soient responsabilisés? Madame Benga, je voudrais vous dire, les chefs d'établissement peuvent être responsabilisés. Si on prend l'argent en main, on va leur donner pour acheter. Cet argent est issu des caisses du trésor de l'État. Cet argent doit être collecté sous forme d'impôts et taxes. Mais pour garantir le fait que cet argent sera là, il y a un document officiel qu'on appelle le carton, qui correspond à l'argent. Maintenant, selon les diligences des services des finances de la zone considérée, on peut avoir cet argent plus tôt. On peut l'avoir un peu plus tard. Mais la vérité ici, c'est qu'on ne prend pas l'argent à un de nos directeurs pour aller, par exemple, acheter les livres ou aller faire des banques ou aller faire je ne sais pas quoi. C'est les opérateurs économiques qui vont donc auprès des maires. Il y a déjà le carton de la réserve financière, ce qui est fait. Et l'opération qui est là est une opération classique, normale, c'est-à-dire vous faites une prestation à l'État. Voilà où il y a quelques soucis, mais toutes les opérations de l'État sont faites comme ça. Il faudrait seulement que... C'est pour ça qu'on demande s'il n'y a pas moyen de faire mieux ou de faire autrement. Pour une opération normale, je ne vais pas parler à la place du ministre des Finances, qui connaît bien comment ces opérations se passent. Pour une opération normale, le carton n'est pas issu avant. Il y a un ensemble de procédures pour arriver au carton que vous avez déjà rempli. Mais là, on raccourcit, c'est-à-dire qu'on réserve le crédit. Dès le bouclage du budget, une fois qu'on dit que le budget sera exécutoire, vous avez déjà les cartons de ces paquets minimums qui sont là. Alors que dans les autres prestations, c'est des provisions budgétaires qui sont encore là sur le carnet du budget, mais qui ne sont même pas encore engagées. Pour finir, Monsieur le ministre, je voudrais que nous revenions à la situation des enseignants. Le gouvernement a récemment procédé à la contractualisation d'une autre vague
de maîtres et de parents dans le cadre du recrutement de 3000 instituteurs. Est-ce que des mesures ont été prises pour que ces instituteurs qui ont été recrutés pour travailler dans des zones bien précises, que ces instituteurs restent à leur poste pour qu'on n'ait pas à exprimer les mêmes besoins dans 2 mois, dans 3 mois ou dans 1 an? Bien, je ne voudrais pas détailler cette opération ici parce que j'en ai déjà assez parlé. Je voudrais dire que ce que les Camerounais réclament, ils doivent le réclamer à eux-mêmes. Lorsque nous recrutons les enseignants, ils vous disent qu'ils peuvent travailler partout. Pourquoi arrive-t-il qu'une fois qu'ils sont recrutés, ils commencent à penser que l'endroit où ils sont n'est pas le bon endroit? Tout est dit avant. Vous avez parlé des femmes qui sont également mariées, oui, à un moment mais donné, qui sont affectées. Je voudrais vous dire que quand on a engagé cette opération, on a invité le ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille, qui était là. Elle a vu les proportions de femmes qui étaient présentes dans les dossiers de recrutement. Elle dépassait 65%. Alors, nous, on la prenait à témoin. Elles viennent, elles veulent aller travailler, c'est bien, il y a le travail, on va les prendre. Pour une fois que l'approche genre est respectée, monsieur le ministre, non, elle est même débordante. L'approche genre est une approche débordante dans le cas d'espèce. Alors, une fois qu'elles sont donc recrutées, d'abord, elles trouvent que dans les coins les plus reculés, elles ne sont pas bien, etc., etc. Et ensuite, les 2 tiers se marient très rapidement. Alors, il faut les ramener où sont les maris. Les maris sont essentiellement dans les villes. Et le problème n'est pas résolu. Le problème n'est pas résolu. Bon. Et qu'est-ce que vous avez fait cette fois? Ce que nous avons essayé de faire, ce que nous allons essayer de faire dans un premier temps, c'est qu'on va essayer de recruter les gens dans les régions d'origine. Au moins, là, on efface la prétention d'adaptation écologique qui veut qu'on ne mange pas ce qu'on prépare là-bas. Bon, il y en a d'autres qui disent quand ils vont, par exemple, dans le Grand Nord, il y a des maisons où ils entrent courbés, etc. C'est pour aller dormir. Moi, j'ai lu de toutes les marques quand je vois les requêtes qui sont adressées au ministère. Nous avons donc estimé, et le Premier ministre a approuvé, qu'on essaie de recruter globalement, en majorité, les ressortissants des régions. C'est-à-dire ceux qui sont nés là, qui ont étudié là, qui connaissent mieux les régions. Bon, maintenant, quand on recrute les ressortissants des régions, il peut arriver que quelqu'un, sachant que dans sa région, il y a beaucoup de compétition, demande à être recruté dans une autre région. Le Camerounais est partout chez lui. Donc, quand il demande d'aller là-bas, on ne va pas l'en empêcher. Et une fois qu'on l'a recruté, qu'il ne vienne pas nous dire « je voudrais aller de l'autre côté », on lui demande pourquoi vous avez choisi l'Est, pourquoi vous avez choisi la Damawa ou l'extrême nord. Parce qu'ils se disent qu'il est plus facile de recruter à ce niveau-là. Donc, ce que nous allons essayer de faire, c'est qu'en sauvegardant l'intégration nationale, qui veut qu'on puisse travailler partout, on donne une proportion assez conséquente à des ressortissants de la région pour qu'ils ne viennent pas nous présenter des problèmes qui ont trait à l'écologie de la zone et autres. Et nous l'avons fait, par exemple, au dernier recrutement. On a recruté, disons, en moyenne 300, si on faisait l'équité, 300 parce qu'on a 3000, on a 10 régions, 300 par région. Mais 200, nous nous assurons qu'ils sont d'abord originaires de la région. On a moins de déperditions parce qu'ils ne nous diront pas, nous n'arrivons pas à vivre ici, etc., etc. En même temps, 300 par région, ce n'est pas tout à fait l'équité parce qu'il y a des régions où il y a plus d'enseignants. Non, quand je dis 300, c'est l'idéal qui aurait été, hein, mais on ne l'a pas fait parce que ce qu'on a fait, c'est qu'en donnant 200 de natifs de la région pour les 10 régions, on a regardé les besoins par région. Et les 1000 qui restaient, et on va continuer à le faire, sont recrutés par rapport à la proportionnelle, c'est-à-dire le nombre de demandes qui ont été émises. Et globalement, on a un classement de ça. Donc, au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que nous avons déjà des régions qui ont suffisamment de maîtres et où nous allons seulement faire ce qu'on appelle le quota de régulation. C'est-à-dire on recrute parce que les gens vont à la retraite, parce que quelqu'un peut être malade, on recrute pour qu'il y ait suffisamment de maîtres dans ces régions. Mais ces régions qui ne sont plus tellement nécessiteuses auront moins de candidats quand on va faire la répartition régionale au prochain recrutement. Et qu'en est-il des régions du nord-ouest et du sud-ouest? Oui, les régions du nord-ouest et du sud-ouest, je vais vous surprendre. Dans le quota régional aujourd'hui, le sud-ouest
le littoral et la région du Sud sont, disons, au taux suffisante en matière de proportion des maîtres, selon l'UNESCO, c'est-à-dire au moins 3 maîtres publics par école. Alors, les régions qui suivent, c'est le nord-ouest et l'ouest. Au prochain recrutement, elles aussi auront atteint le quota qu'il faut. Et on va seulement injecter le quota de régulation pour les départs à la retraite et, globalement, les gens qui ont des problèmes au cours de l'année scolaire. Mais les régions véritablement nécessiteuses aujourd'hui sont par ordre le centre, l'extrême nord, l'est, la Damawa et le nord. Donc dans les prochains recrutements, nous allons essayer de faire la part belle à ces régions pour qu'on atteigne le chiffre qui est le taux normal de l'UNESCO par rapport à des écoles qui ont plus de 100 élèves et qui est de 3 maîtres publics par école. Monsieur le ministre, pour finir, vous lancez l'année scolaire 2020-2021 ce lundi. Sous quel signe placez-vous cette rentrée? Bien, cette rentrée est placée sous le signe de la mobilisation de toutes les énergies pour que l'année scolaire soit une année maîtrisée. On peut avoir des enseignants, on peut avoir les livres. Si tout le monde n'est pas mobilisé, on ne pourra pas dire qu'on a fait une bonne année scolaire. Je voudrais donc demander à tous les intervenants du système éducatif, les parents, les enseignants, les élèves qui ont déjà un niveau d'intelligence pour nous suivre et savoir ce que nous disons, qu'il est temps qu'ils puissent se mobiliser tous sous cet environnement de la Covid-19 et respecter les mesures qui ont été édictées et surtout encourager tout le monde à faire le maximum pour que cette année scolaire 2020-2021 soit une année à succès, même avec la Covid-19. Place à la revue de presse, une signature de Franck Evina. Alors qu'Elections Cameroun vient de rendre officielle les listes des candidats au régional, Mutation fait une revue des circonscriptions où l'issue de la bataille est incertaine. Parmi ces localités où il y aura match, le Nyon-Ekele, le Noun, la Vina et le Djerem. Dans ces départements, le RDPC aura fort à faire avec les partis de l'opposition, comme le PCRN, l'UDC ou encore l'UNDP. En décryptant les forces en présence, Cameroun Tribune jette un regard sur les poids lourds, ces personnalités ayant plus ou moins fait leurs preuves dans la gestion des affaires publiques. Entre autres, les anciens ministres Zachary Pérévet et Adoum Garoua dans l'extrême nord, les anciens gouverneurs Jules Marcelin Diaga dans le centre et Gambo Aman dans la Damawa, ainsi que de grands noms des milieux des affaires comme André Siaka et Bernard Fongang. Avis de politologue, le professeur Aboya Manassé, interrogé par le quotidien bilingue national, pense que l'expérience est un grand atout dans ces régionales. Dans le Mbamekim, Terre Promise indique que ce sont aussi des personnalités connues qui prendront part à cette joute politique. Le journal de Makombui cite notamment dans les rangs du RDPC l'homme d'affaires et ancien député Pierre Mbatou, le professeur d'université Joseph Dinda et l'ingénieur Amou Gumbeja. Certains n'ont malheureusement pas eu cette chance. Mutation leur a offert une tribune, comme pour signaler des couacs lors des investitures. Dans le Diamaré, des candidats recalés dénoncent dans le quotidien de la rue de l'aéroport le non-respect de la composante sociologique par la commission départementale du RDPC. Rentrée scolaire 2020-2021, le casse-tête des parents et les inquiétudes du gouvernement relevées par Issingang. Le journal affirme que de nombreux parents s'apprêtent à laisser leur progéniture rejoindre les salles de classe, la peur dans le ventre dans ce contexte de crise sanitaire. Pourtant, le gouvernement rassure, affirme Cameroun Tribune. Instauration des cours en présentiel et à distance, création des centres d'apprentissage à distance, élaboration des supports pédagogiques adaptés aux élèves des zones reculées, désinfection des salles de cours et renforcement des mesures barrières, toutes les dispositions ont été prises, selon le journal de Marie-Claire Nana. Il y a même un bonus. 4 millions de livres seront distribués gratuitement dans 13 000 écoles publiques et privées à travers le pays, indique Terre Promise. L'hebdomadaire précise que cette opération d'un coût d'environ 7 milliards de francs CFA participe des efforts d'universalisation du cycle primaire. Avec ça, la rentrée promet d'être effective, relève Le Jour. Lors de la conférence de presse conjointe du 30 septembre dernier,
Le quotidien bleu a remarqué assurance et sérénité de la part du gouvernement pour une reprise des cours sans heurts. C'est l'inquiétude notée par le journal d'Aman Mana, la situation sécuritaire dans le nord-ouest et le sud-ouest qui continue de hanter les parents d'élèves dans ces régions. Va pourtant falloir braver la peur. Le grand jour, c'est demain lundi. Cameroun Tribune invite tous les Camerounais à se mobiliser pour l'école. La revue de presse était sur la scène. Merci Franck Evina. Sur le plateau avec moi, sœur Anastasie Bekono, qui est la principale du collège Jean Tabi. Bonsoir ma sœur. Bonsoir Lucrèce. Et bienvenue sur le plateau. Merci. À ma gauche, Elvis Mbimba, rédacteur en chef de CRTV Web. Bonsoir Elvis. Bonsoir Lucrèce. Alors ma sœur, nous allons commencer par l'évaluation que vous faites de l'année scolaire 2019-2020 qui a été particulière pour dire le moins. Je voudrais d'abord dire, Lucrèce, que l'Église catholique, l'enseignement catholique est honoré par la présence de ma modeste personne sur ce plateau. L'année scolaire 2019-2020 a connu beaucoup de perturbations. La pandémie du coronavirus a impacté de façon brusque le système scolaire. Depuis le 17 mars 2020, nous avons accompagné nos enfants à distance pendant tout le confinement et les élèves des classes d'examen nous sont revenus au mois de juin pour les cours en présentiel. Ces cours ont été dispensés dans des conditions pas faciles, dans le strict respect des mesures barrières. Et les résultats obtenus au terme de tous ces sacrifices sont assez satisfaisants. Nous avons pu obtenir 100% de réussite au BPC avec une pluie de mentions, 100% de réussite au premier probatoire selon l'approche par les compétences, toutes séries confondues, et 99,36% au baccalauréat avec des mentions de qualité. Donc pour me résumer, nous sommes satisfaits de ce que nous avons obtenu en fin d'année malgré toutes les difficultés rencontrées au courant de cette année à cause de cette pandémie. Alors, je rappelle que le collège Jean Tabi est classé premier national depuis 2013 selon les pourcentages obtenus au niveau de l'office du bac. Alors, ma sœur, cette année, la nouvelle année démarre donc ce lundi, l'année scolaire 2020-2021, avec la mise sur pied par le gouvernement d'un dispositif à 3 niveaux, les cours à temps plein, le système à mi-temps, les cours à distance et en appui à la rotation. Alors, vous, qu'est-ce que vous avez choisi, sachant que les deux premières indications, les deux premières mesures sont optionnelles? Après les orientations de notre ministère de tutelle, nous avons consulté notre hiérarchie, notre supérieur régional, la supérieure de la congrégation des Sœurs Servantes du Saint-Cœur de Marie. Nous avons échangé avec le secrétaire à l'éducation de l'archidiocèse de Yaoundé. Nous nous sommes assis avec toutes les équipes, toutes les forces vives du collège Jean Tabi pour apprécier le volume d'heures d'enseignement, le volume des programmes. Et étant donné que le collège Jean Tabi a des effectifs assez gérables, c'est-à-dire à peu près, nous avons moins de 50 élèves dans certaines classes, 50, un peu plus de 50 dans d'autres classes. Mais de 70 également dans les classes de 5e, par exemple? Par exemple, oui, en 5e, 6e, nous pouvons aller jusqu'à 70 élèves. Et nous avons des classes, des salles assez spacieuses et nous n'avons pas trouvé la nécessité de faire l'école à mi-temps. Donc, dès demain matin, nous allons reprendre nos enfants en main à plein temps. Mais certains établissements catholiques vont appliquer ce système à mi-temps? Je pense. Alors, je voudrais qu'on revienne sur ces effectifs de 70 dans les classes de 5e, par exemple. Qu'est-ce que vous faites des 20 autres? Étant donné que le gouvernement demande, par exemple, qu'il n'y ait que 50 ou 60 élèves par classe, qu'est-ce que vous avez fait? Est-ce que vous avez d'autres structures d'accueil? Comment est-ce que vous vous organisez? Le collège Jean Tabi est assez équipé.
En infrastructure, nous avons des salles polyvalentes, nous avons déjà un gymnase, nous avons une chapelle, nous avons des salles spécialisées, le laboratoire de langue est assez spacieux. Donc, à partir de demain, nous allons d'abord accueillir tous nos élèves, nous allons voir comment ils vont se comporter dans le strict respect des mesures barrières et puis à partir de 10 heures, nous allons les repartir pour que les cours commencent. Et ça dit qu'on pourrait arriver à avoir un éclatement de certaines classes, c'est-à-dire en 6e et en 5e, on pourrait enregistrer un nombre plus élevé de classes. Pour le moment, nous voulons d'abord observer cette semaine, étant donné que les classes sont assez grandes et ils sont assis 2 par banc. Nous avons placé les bancs depuis hier en respectant la distanciation. Et ce qui nous pose un peu question, c'est les tout petits de 6e. On ne sait pas comment ils vont se comporter. Je voudrais qu'on attende demain pour voir, mais tout le dispositif est prêt pour les accueillir dans les conditions pas habituelles. J'ai envie de dire dans les conditions normales, c'est-à-dire 2 élèves par banc, avec des couloirs libérés, avec le port du masque qui sera obligatoire, avec le lavage des mains. Nous avons multiplié les coins de lavage de mains dans tout le campus. Permettez-nous, sœur Anastasie, d'insister sur les effectifs, sachant que, par exemple, que pour ce qui est de votre collège, c'est un collège qui est assez sollicité. Est-ce qu'au moment où vous nous parlez, vous n'avez pas encore une idée des effectifs que vous ouvrez par salle de classe, sachant également que le ministre des Enseignements secondaires insiste sur la maîtrise des effectifs. C'est le principal enjeu de cette opération. Je pense que le collège Jean Tabi maîtrise ses effectifs depuis des années. Nous avons eu à partager notre expérience au niveau de la région, du centre, pour ce qui est de la gestion des effectifs. Et puis, l'école à mi-temps est une option. Le ministre n'a pas rendu la décision rigide. C'est une décision, j'ai envie de dire, circonstancielle qui va se vivre au cas par cas. Et le collège Jean Tabi est à mesure de conduire ses effectifs à plein temps en respectant la distanciation, en respectant les mesures barrières. Alors, si on retient ce soir que le collège Tabi ne fera pas de mi-temps, ce n'est pas le cas du collège Vogue, par exemple, je me pose une autre question. Alors, il y a des élèves qui ne sont pas dans des classes d'examen, qui n'ont pas fait cours depuis le 17 mars. Est-ce que vous avez prévu quelque chose pour rattraper le retard? Cet élève qui était en classe de seconde et qui allait en classe de première, après avoir arrêté les cours le 17 mars. Cet élève de 6e, de 5e, de 4e qui a arrêté les cours le 17 mars, mais qui allait en classe supérieure parce qu'il a eu la moyenne autorisée. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour qu'il reprenne les cours après 6 mois, 7 mois sans accéder à une salle de classe? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est fait pour remettre cet élève dans les conditions de suivre normalement les cours? Je voudrais d'abord rappeler que nos enfants n'ont pas été abandonnés pendant le confinement, même ceux des classes intermédiaires. Nous avons continué le suivi à distance de la 6e en terminale. Cependant, il faut reconnaître que cet enseignement a connu beaucoup de limites. Donc, il reviendra au personnel enseignant d'être assez outillé, assez pédagogue pour combler ces lacunes causées par l'interruption des cours en présentiel. Et nous avons organisé un séminaire de formation pour équiper les enseignants, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Un enseignant équipé pourra combler rapidement le vide, le manque et poursuivre avec les programmes de cette année. Alors, je voudrais que nous continuions à parler des enseignants. Elvis a posé la question de savoir si certaines classes seront éclatées, on va le dire ainsi. Si c'est le cas, est-ce que vous avez suffisamment d'enseignants pour pouvoir prendre en main
ces enfants-là, ces élèves peut-être de 6e ou de 5e, au cas où vous serez confrontés justement, au problème d'effectifs? Le collège Jean Tabi a la chance d'avoir un personnel permanent, qualifié, assez important. Depuis pratiquement 7 ans, nous envoyons nos enseignants à l'école normale supérieure de Yaoundé comme auditeurs libres. Mais aussi, nous avons des vacataires, donc des profs de lycée, qui donnent les cours chez nous en tant que vacataires. Je voudrais avouer que si nous arriverions de faire éclater certaines classes, le problème d'enseignants va se poser. Parce que ces enseignants du lycée risquent d'être surchargés cette année. Du fait du système de mi-temps. Oui. Donc, le problème d'enseignants pourrait se poser pour les établissements privés qui ont opté pour la mi-temps ou pour Jean Tabi qui pourraient faire certains éclatements dans certaines classes. À la vérité, il faut qu'on vous pose la question. Toute cette semaine, les enseignants au lycée se battaient pour avoir un emploi du temps stable, mais c'est un peu difficile quand on vous dit que c'est la mi-temps, mais c'est rotatif. Cette semaine, c'est le matin et l'autre semaine, c'est dans l'après-midi. Ça veut dire qu'ils ne sont pas très fixés sur leur disponibilité. Est-ce que vous, au niveau de Jean Tabi, vous avez pu facilement programmer des cours pour ces enseignants-là? Est-ce que vos emplois de temps sont prêts? Les emplois du temps sont prêts, mais ils sont provisoires et ça a toujours été ainsi. Les emplois du temps restent provisoires pratiquement jusqu'au mois de novembre. Nous restons flexibles, surtout avec les enseignants des lycées, parce qu'ils doivent d'abord être dans leur lycée, c'est leur premier établissement, et nous nous ajustons en fonction de leur programme, de leur emploi du temps du lycée. Est-ce que l'année scolaire qui commence sera un peu plus coûteuse pour le budget de l'établissement? Ah oui. À quelle proportion? Ah oui, je ne suis pas une bonne comptable, mais je voudrais déjà avouer qu'au mois de juin, nous avons souffert financièrement. N'eût été notre congrégation qui nous est venue en aide, les problèmes de salaire se seraient posés au collège Jean Tabi. Il fallait des robinets, il fallait désinfecter le campus presque en fin de chaque journée. Et il fallait déjà les cours en ligne, la plateforme nous a coûté assez cher. Il fallait payer tout le personnel qui s'est mobilisé pour les cours à distance. Je voudrais dire que nous sommes financièrement en difficulté. Mais vous n'avez pas répercuté ça sur les parents? Non. Jusque-là, nous gérons à l'interne, nous gérons en église parce que nous disons c'est pas la faute de l'enseignant. C'est pas la faute de l'enseignant. Et nous espérons que... C'est pas la faute du parent non plus. C'est pas la faute du parent non plus, Alors, les cours en ligne, ils vont se poursuivre? Les cours en ligne expérimentés l'année dernière? Oui, les cours en ligne vont se poursuivre parce que nous vivons encore cette incertitude. La pandémie plane toujours sur nos têtes. Et il y a un lien entre les cours en ligne et les cours en présentiel. Je veux savoir, est-ce que lorsqu'on fait les cours en présentiel, on fait une partie et on laisse une partie du cours qui s'achève en ligne? Est-ce qu'il y a un lien qui est créé concrètement entre les cours en ligne et les cours en présentiel? Pour le moment, nous travaillons avec un expert parce qu'il faut reconnaître que les enseignants ne sont pas assez outillés pour ce qui est de la formation à distance. Il y a un expert qui nous accompagne depuis le mois d'août. Et on va faire l'expérience de faire une partie de cours en présentiel et envoyer certains cours en ligne, évaluer même les enfants en ligne. Nous ne sommes pas encore tout à fait prêts pour cela, mais nous sommes en train de nous préparer parce que on se dit toujours que le pire peut toujours arriver, on peut toujours remettre les enfants à la maison et il faudrait continuer leur suivi à distance. Sœur Gertrude, Anastasie, autant pour moi, je voudrais qu'on revienne sur l'encadrement de ces enfants qui sortent d'une longue période de vacances, entre guillemets, de 6 mois de vacances pour certains d'entre eux. Un enfant qui passe de la seconde, d'une demi-seconde, on va le dire ainsi, à une première totale. Comment est-ce qu'on encadre cet enfant-là pour qu'il ait tout ce qu'il faut pour bien aborder la nouvelle année scolaire? Avant d'arriver à l'élève, à l'apprenant, il faut d'abord encadrer l'enseignant. Je pense que l'enseignant a besoin
de revisiter ces méthodes pédagogiques, ces pratiques de classe. Parce qu'il ne sera pas question de prendre, par exemple, 2 semaines, 1 mois de cours pour refaire le programme qui n'a pas été achevé en présentiel. Il faudra être assez pédagogue pour détecter les lacunes de l'enfant à travers des tests diagnostiques et remédier, procéder aux remédiations et peut-être aussi trouver d'autres moyens pour, j'ai envie de dire, ajouter les heures de cours. Par exemple, demain, les enfants du collège ont l'habitude d'être évalués chaque lundi après-midi. Et demain, n'ayant donc pas le temps matériel de faire ces évaluations, nous allons faire des cours de pré-rattrapage. Donc, les enseignants demain pourraient faire des évaluations diagnostiques pendant ces cours de pré-rattrapage pour détecter les lacunes chez les apprenants et passer rapidement aux remédiations. Je voudrais aussi ajouter qu'on pourrait renforcer les cours de soutien. Et les parents sont désormais appelés à encadrer leurs enfants à la maison. Il faudrait qu'on conjugue les efforts ensemble. Il ne revient plus à l'école seulement de faire ce travail. Chaque parent doit suivre son enfant de plus près parce qu'il faut reconnaître que la vacance a été très longue. Les enfants sont dans une situation d'hibernation pédagogique. Je pense que ça fait pratiquement 7 mois qu'ils ne sont plus revenus à l'école. Les difficultés seront grandes, les défis seront très élevés et il faudrait trouver à chaque fois des moyens d'ajustement pour que les enfants retrouvent leur niveau. Est-ce qu'on a le temps pour ça, sachant par exemple que l'année scolaire cette année démarre, on va le dire, avec 1 mois de retard. Avec 1 mois de retard. Je pense qu'il faudra sacrifier certaines activités périscolaires et il faudra peut-être sacrifier certains temps libres. Bref, il faudra réfléchir, il faudra être très ingénieux dans la pratique pédagogique cette année. Je ne sais pas si nous aurons suffisamment de temps pour évoquer les problèmes que pose cette rentrée scolaire. Alors, l'éducation physique et sportive, elle va se passer comment? Lors du séminaire qu'on a organisé il y a 2 semaines, la personne aux ressources nous a dit qu'il était possible de faire les cours pratiques DPS, tout en respectant la distanciation, pourvu que l'enfant puisse transpirer, c'est l'expression qu'il a utilisée. Donc, nous sommes en train de réfléchir à l'interne si les enfants peuvent courir par petits groupes, les groupes de 30, les groupes de 40. La cour est assez grande et avec Est-ce que c'est nécessaire? C'est nécessaire parce que nous avons remarqué au mois de juin que les enfants étouffaient. Et après chaque journée de classe, lorsqu'ils sortaient, ils éclataient en sanglots, ils enlevaient même les masques, ils s'embrassaient, ils criaient. Donc, on a eu l'impression que dans les salles de classe, puisque les pauses étaient supprimées, étaient interdites, les enfants, j'ai envie de dire, suffoquaient. Et on ne voudrait pas revivre la même situation cette année, parce que le port du masque est déjà même mal à l'aise. Les enfants ont tendance à vouloir l'enlever. Donc, je pense qu'il est important de leur permettre de sortir de temps en temps, de vivre des pauses avec des jeux surveillés pour qu'ils puissent s'épanouir. L'enfant vient à l'école pour s'épanouir. Et je pense qu'il est question aussi de positiver cette rentrée scolaire. Si nous mettons plus l'accent sur les mesures barrières, sur la crise sanitaire, nous risquerons perdre l'objectif mais principal de l'école. Parce que là, nous jouons 2 rôles, là, le sanitaire et le pédagogique. Si on ne fait pas attention, l'enfant risque d'avoir peur même de venir à l'école. D'autant que ce sont des adolescents ou des préadolescents, c'est pas comme ceux du primaire qui peuvent simplement avoir peur du maître et faire ce qu'on leur demande. Voilà. Et autre chose aussi, c'est que ces enfants ne se sont pas vus depuis pratiquement 7 ans. Donc, demain, 7 mois, je vais dire, demain, quand ils vont se retrouver, ils auront tendance à s'embrasser, à se retrouver. Et vous n'allez pas les sanctionner pour ça? Non. Je pense que nous allons plutôt les accompagner. Alors, comment vous organisez la récréation? Comment vous organisez l'alimentation? Ce sont des questions, il y en a plein qu'on se pose à la veille de cette rentrée. Je vous assure que c'est beaucoup de choses à
à regarder et à mettre sur pied. Hier, nous avons rencontré les cantinières parce que nous voulons ouvrir les cantines de façon très méthodique. Nous allons d'abord proposer des sandwichs bien emballés aux enfants qui viendraient à l'école sans leur casse-croûte. L'idéal serait que chaque parent mette quelque chose dans le sac de l'enfant pour que l'enfant ne partage pas beaucoup les espaces de récréation avec ses camarades. Que chaque enfant puisse avoir d'abord ses fournitures scolaires, parce qu'il n'y aura pas échange de matériel, que chaque enfant puisse avoir son goûter. Toujours pendant les cours du mois de juin, nous avons remarqué, même aux examens officiels, que beaucoup d'enfants venaient acheter en face du collège. Nous sommes en face du marché. Ils venaient acheter là dehors et nous pensons que c'est mieux qu'ils achètent à l'intérieur où on peut mieux contrôler l'hygiène et... Comme je vous l'ai déjà dit, nous allons observer. Alors, vous parlez de mieux contrôler l'hygiène, sœur Anastasie. Est-ce que cela signifie que vous avez renforcé le contrôle médical en ce qui concerne, par exemple, les cantinières dont vous parlez? Est-ce qu'elles feront des tests, je ne sais pas moi, c'est obligatoire. Tous les 3 mois, tous les 2 mois? Comment est-ce que vous vous organisez? Nous avons demandé à chaque cantinière de nous présenter le test Covid et j'avoue que nous restons limités parce qu'il peut vous présenter le test aujourd'hui et demain il est infecté. Voilà. J'ai envie de dire que nous avons besoin de beaucoup prier pour que le Seigneur mette un terme à cette situation, à cette pandémie et que la vie reprenne son cours normal. Tout ce que nous essayons là, vraiment, ce sont des mesures très limitées. Et j'espère que la situation va s'améliorer et que les pouvoirs publics, surtout le personnel sanitaire, va nous trouver un traitement approprié pour qu'on puisse vivre avec cette maladie. Le coronavirus n'est pas la seule maladie qui existe. Je pense que les Camerounais meurent beaucoup plus d'autres maladies que de celle-là. Voilà. Donc, je pense que psychologiquement, nous devons être préparés à vivre avec. C'est noté. Nous allons marquer notre arrêt dans cette édition de Scène de Presse pour retrouver Daniel Menanga et les unes du lundi. Bonsoir Daniel. Salut à tous. À la une de Cameroun Tribune ce lundi, rentrée scolaire 2020-2021, nous y sommes. Ce lundi, des centaines de milliers d'élèves reprennent le chemin de l'école au primaire et dans le secondaire. Cette reprise des classes se tient dans un contexte marqué, un contexte particulier donc marqué par le Covid-19. Mais le gouvernement a pris des mesures pour assurer la protection des élèves et du personnel enseignant. Essingan sur la rentrée scolaire 2020, les mesures impossibles du gouvernement. Pour nombre d'enseignants et acteurs de la communauté éducative, l'expérience des cours à distance à travers le pays en l'état actuel est un vrai roman du fait de nombreuses carences à l'instar du déficit d'énergie électrique en zone rurale. Mutation, rentrée scolaire, le frisson inaugural pour le quotidien de la South Media Corporation. Impréparation et inquiétude rythment la reprise des classes ce lundi. Ladies News on 2020-2021 school year. Nalova Lyonga launches the new school year in Balmayo. Minesec plans to visit some school in the city. Read the editorial page on the 2020-2021 back to school, page 6. The Guardian posts all set for effective school resumption in Northwest and Southwest, and calamity strikes Bar Council. President Charles Chakunte Patier dies in France. The president of the Cameroon Bar Association, Senior Barrister Charles Patier Chakunte, has died aged 57. L'étudiant, année scolaire 2020-2021, rentrée des grandes ambitions, journée mondiale de l'enseignant, célébration sans tambour ni trompette, intégration sur la crise anglophone, la diaspora séparatiste divisée sur la rentrée scolaire, salaire des maires, l'argent a une couleur, à découvrir en page 4 de l'hebdomadaire de Thierry Ndon, repère
Plus en détail, nous dit que les nouveaux maires auront 6 mois de salaire, découvrir en page 2. Puis Fecafoot LFPC, les coulisses d'un match houleux. Enfin, IAI Cameroun se dote d'un nouveau siège à Douala, à découvrir dans le tri-hebdomadaire de Feu Richard Touna. Prospective nouvelle élection des conseillers régionaux, voici les listes des candidats. Elles ont été publiées le 2 octobre 2020 par le Conseil électoral de l'ECAM. 14 partis politiques, 95 listes de candidats, délégués départementaux, 102 listes de candidats représentants du commandement traditionnel acceptés. Et dans le choix des chefs traditionnels, ça chauffe dans le Mbameinubu, nous dit Prospective Nouvelle. 4 listes de 8 candidats en lice pour 2 sièges. Défi actuel, régional 2020, les grandes affiches d'office gagnant dans 32 départements sur 58. Le RDPC devra néanmoins batailler dur contre d'autres partis dans certaines régions comme la Damawa, le Nord ou encore le littoral. À lire aussi, c'est au commis de l'État en lice, dossier en page 2 et 3. L'économie report à propos de la taxe sur la valeur ajoutée, comment Google, Apple, Facebook et Amazon passent à la caisse. Ces plateformes numériques ont désormais l'obligation de prélever la TVA à hauteur de 19,25% sur toutes les publicités faites par les entreprises sur leurs différents supports. La décision est entrée en vigueur le 1er octobre 2020. Puis enfin, Ecomatin, l'impact de la Covid-19 revu à la baisse. CEMAC, fort du regain de la quasi-totalité des activités économiques dans la zone CEMAC au 3e trimestre 2020. L'impact de la crise sanitaire du coronavirus sur les économies de la sous-région ne se fera pas ressentir, pas avec la même gravité qu'annoncé au départ par la BEAC. Voilà pour l'essentiel des unes parvenues à notre terminal. Ils étaient nombreux. Tout à fait. Merci Daniel. Elvis? Oui, je voudrais simplement indiquer qu'il faut se féliciter de l'engagement du gouvernement à faire en sorte que l'école démarre, parce que on ne mesure pas le taux de déperdition qu'on a pu avoir pendant les 7 mois. Et s'il fallait encore attendre, certainement qu'on perdrait encore dans le système scolaire un certain nombre d'élèves. Je mesure ce taux de déperdition aussi par les résultats des examens. Quand j'analyse tous les taux, on connaît une baisse de 12,5% dans tous les examens en matière de taux de réussite. Or, ça, c'est juste, encore plus. Ça, c'est juste des examens. On peut remarquer qu'il y a des gens qui ont abandonné complètement l'école au cours de ces 7 mois. Donc, si le gouvernement fait le choix de renvoyer tout le monde à l'école alors qu'on vient juste d'achever avec certains examens, c'est-à-dire en privant, par exemple, les enseignants de congés véritables, c'est parce qu'il faut sauver l'école, il faut sauver la jeunesse camerounaise et ne pas l'exposer davantage à la déperdition. C'est entendu, et c'est un avis que vous partagez, Sœur Anastasie? Bien sûr. Je pense que l'essentiel d'un pays, c'est d'avoir une jeunesse bien formée. Et je loue le courage de notre hiérarchie, du gouvernement camerounais, et qui permet que les enfants reprennent le chemin de l'école. Parce que pendant ce confinement, nous avons des écoles ailleurs, nous avons des écoles à Yokadouma et dans d'autres diocèses du Cameroun. Les enfants, les petites filles sont tombées enceintes. Il y en a qui se sont exposés à la consommation des stupéfiants parce que ils étaient, j'ai envie de dire, dans une situation précaire, dans l'oisiveté. Le fait de retourner à l'école permet qu'on reprenne tous ces enfants en main pour leur formation, et j'insiste sur la formation de qualité. Donc, il est important que l'enfant reprenne le chemin de l'école. Je voudrais dire quelque chose sur l'école à mi-temps. Certaines écoles catholiques et surtout publiques vont opter pour l'école à mi-temps. L'école à mi-temps résout le problème de distanciation et réduit à coup sûr le taux de contamination de la COVID-19. Toutefois, il faut reconnaître que
ce brillant remède entraîne aussi d'autres problèmes, à savoir la réduction d'heures de cours, la non-couverture des programmes et la déstructuration des parents. Nous avons des parents qui sortent le matin avec leurs enfants à la recherche du pain quotidien. Ces enfants qui vont soit rester à la maison à matinée, soit quitter l'école à midi, auront besoin d'un éducateur qui pourrait les accompagner pendant ces moments. Et on risque de faire face à l'accentuation des inégalités sociales. Parce qu'au collège Jean Tabi, nous avons des élèves dont les parents vendent au marché d'étudier et passent toute leur journée là. Alors imaginez cet enfant qui va rester à la maison seul ou bien qui va sortir à midi et qui va vadrouiller, qui va faire face à toutes sortes de propositions en route. Je pense qu'il y a lieu de réfléchir en profondeur pour que les enfants cette année soient mieux encadrés, quel que soit le système adopté. C'est noté, ma sœur, et nous allons continuer de parler de ce système adopté par le gouvernement, le système à mi-temps. Nous sommes dans des conditions particulières et le gouvernement n'avait pas d'autre choix que de s'adapter. La semaine prochaine, nous irons en profondeur dans cette question en abordant, en recevant les responsables du ministère des enseignements secondaires pour parler de tous les problèmes liés à cette problématique de la rotation. Madame, Monsieur, c'est la fin de cette édition de Scène de Presse. Merci aux équipes techniques et rédactionnelles. La presse quitte la scène. Merci, bonsoir.